Bonjour à tous, nous sommes en été et les Jeudis du classique se penchent aujourd'hui sur une œuvre de circonstance, puisqu'il s'agit de l'un des célèbres concertos pour violon, le deuxième du cycle des 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Sans doute l'un des tubes les plus appréciés de toute la musique occidentale, j'ai cité L'été. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que la musique de Vivaldi, qui fait partie du paysage le plus habituel pour les oreilles des mélomanes actuels, n'a été redécouverte que très tardivement, au milieu du XXe siècle seulement, après un oubli quasi total de 2 siècles. Les 4 saisons, qui figurent aujourd'hui parmi les œuvres les plus jouées au monde, ont été totalement inconnues jusque dans les années 1920, et ne trouveront un véritable succès discographique qu'en 1948. Il existe pourtant aujourd'hui plus de 1000 enregistrements de nos 4 concertos dans leur version originale ou mis à diverses sauces allant du jazz à l'électronique. Ce sont en fait les œuvres de Bach, composées d'après un compositeur italien inconnu, qui ont attiré l'attention des musicologues sur Vivaldi et qui ont permis sa redécouverte. Si le grand Bach avait pris la peine de recopier et de transcrire ses œuvres, il devait forcément en valoir la peine. Aujourd'hui, seul le nom d'Antonio Vivaldi a le pouvoir d'éveiller en nous le sourire du soleil d'Italie et surtout d'évoquer Venise à laquelle sa musique est complètement liée. C'est donc au cœur de la Sérénissime que notre compositeur est né et a vécu une grande partie de son existence. Il est né en 1678 dans une famille de tailleurs. Son père exerçait également le métier de barbier et plus tard de violoniste, d'abord amateur, puis engagé dans l'orchestre de la basilique Saint-Marc. C'est sans doute lui qui a donné à son fils le goût pour la musique. Antonio est né le jour même d'un tremblement de terre dans la région, et il semblerait qu'on ait pu craindre pour sa vie dès son premier jour. Certains semblent émettre l'hypothèse que ce fait aurait conditionné une fragilité de santé qui l'accompagnera toute sa vie. Il se plaindra constamment d'un resserrement de poitrine, qu'on assimile aujourd'hui à une forme d'asthme. Toujours est-il que la vie de notre compositeur reste mal documentée, et que de larges pans de son existence restent totalement inconnus. Antonio apprit le violon auprès de son père, et il se révéla précoce et extrêmement doué. Tôt admis à la chapelle ducale, il reçut peut-être des leçons de la part de Legrenzi. Ce ne put être cependant que de courte durée, et l'influence reçue minime, car celui-ci mourut dès 1690. Il est certain néanmoins qu'Antonio Vivaldi bénéficia pleinement de l'intense vie musicale qui animait la basilique Saint-Marc et ses institutions, où de temps en temps d'ailleurs, il prenait la place de son père. Mais ce dernier destinait son fils à la prêtrise, et il reçut la tonsure à l'âge de 15 ans, sans abandonner cependant ses activités musicales et le violon, dont il était devenu un virtuose hors pair. Sa santé précaire le conduisit cependant à peu se consacrer à cette vocation ecclésiastique, et grâce à des dispenses de l'Église, il fut libéré des offices. Comme il le disait lui-même, cela ne l'empêcha pas de porter la soutane et de ne jamais se séparer de son bréviaire. Le musicologue belge François-Joseph Fétis contribua à répondre cette délicieuse anecdote aujourd'hui démentie, selon laquelle le compositeur aurait été déchargé de ses fonctions religieuses parce qu'un jour, disant sa messe quotidienne, il lui serait venu une idée musicale dont il fut charmé, et dans l'émotion qu'elle lui donnait, il aurait quitté sur le champ l'autel pour se rendre à la sacristie pour écrire son thème avant de revenir achever sa messe. Déféré à l'Inquisition, il aurait été heureusement considéré comme un homme dont la tête n'était pas saine, et l'arrêt prononcé contre lui se serait borné à lui interdire de célébrer la messe, tout simplement. C'est donc à la musique que celui qu'on nommera le prêtre roux, à cause de sa chevelure flamboyante, se consacra de manière assidue. Il devint professeur de violon, maître de musique et compositeur attitré de l'Ospedale della Pietà, où l'on recueillait des orphelines de la ville. La renommée musicale de cet hôpital de la Charité était si importante que d'emblée, le salaire de Vivaldi fut plus élevé que celui de son père à Saint-Marc. Pour les pensionnaires musiciennes, Vivaldi a composé des centaines de concertos et des dizaines de sonates, contribuant encore à en renforcer l'excellence. L'orchestre des orphelines, très diversifié au point de vue instrumental, permettait toutes les combinaisons sonores possibles, de la mandoline au basson en passant par le piccolo ou le violoncelle.
La réputation de la Pietà dépassait largement les frontières de la République de Venise et trouvait des échos très élogieux à travers l'Europe entière, drainant des visiteurs mélomanes de tous les coins du continent. On se souvient de l'enthousiasme de Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il assista à une séance musicale à la Pietà. À cette activité prenante, Vivaldi ajoutait celle d'un homme de théâtre, d'un compositeur d'opéra, d'un impresario, d'un violoniste virtuose également. Sa réputation l'avait d'ailleurs amené à voyager jusqu'à Amsterdam, où les 4 saisons d'ailleurs seront publiées en 1725. Son succès était important à Londres, à Paris ou à Vienne, et c'est peut-être pour se rendre à la cour de l'empereur Charles VI dans cette ville qu'il quitta Venise en 1740, et qu'il mourut mystérieusement le 28 juillet 1741 dans la pauvreté et l'indifférence générale. La mort de l'empereur mélomane, peu après son arrivée à Vienne, l'aurait-elle privé de son emploi ? Souvenons-nous rapidement que Charles VI souffrit d'une indigestion après avoir mangé un plat de champignons. Ce désagrément se transforma en une maladie qui provoqua 10 jours plus tard la mort du souverain. La mort de l'empereur, sans descendance mâle, excita les appétits de ses voisins et de ses alliés, et déclencha la fameuse guerre de succession d'Autriche, suscitant les mots célèbres de Voltaire « Ce plat de champignons changea la destinée de l'Europe ». En 1740 s'ouvrait donc une période incertaine à Vienne, et sans doute également pour le compositeur nouvellement arrivé. Les 4 saisons d'Antonio Vivaldi sont donc un ensemble de 4 concerti qui s'intègrent à un ensemble plus vaste de 12 œuvres publiées sous le numéro Opus 8. Concerto pour violon et orchestre, elles ne font appel qu'à des instruments à cordes, accompagnés d'une basse continue, et montrent une magnifique évolution et même une maîtrise de la forme du tout jeune concerto de soliste. La forme de concerto était née quelques décennies auparavant et avait trouvé ses premières grandes lettres de noblesse avec le développement du concerto grosso, où les violons étaient traités en tant qu'instruments virtuoses par la plume d'un certain Arcangelo Corelli. Il était aussi le résultat de l'émancipation progressive de la musique instrumentale, qui entre autres, grâce au développement de la lutherie, souvenons-nous encore que nous sommes avec Vivaldi à l'époque des grands luthiers de Crémone, comme Stradivarius ou Guarnerius, qui avaient mené les instruments à cordes frottées à un niveau jamais atteint jusqu'alors. Par son nombre très impressionnant de compositions estimées à plus de 500 concertos, Vivaldi figure donc en excellente place parmi les compositeurs du dernier baroque. Baroque. Le mot est lancé. Ce que nous nommons la période baroque s'étend sur un peu plus de 150 ans d'histoire de l'art et est en premier lieu applicable à l'architecture jésuite et aux règles dictées par le Concile de Trente dans sa redéfinition de l'art. Le mot baroque est issu du portugais, qui désigne une perle de bijouterie sans valeur car mal formée, avec des bosses et des creux. Ces irrégularités donnent un sens péjoratif au mot qui désigne un objet raté, irrégulier. Pourtant, le grand auteur Philippe Beauchamp reprendra cette caractéristique pour définir le baroque comme l'art d'harmoniser les contraires. Le baroque n'est donc pas la définition d'une surcharge ornementale, mais d'un mouvement provoqué par les courbes et les contre-courbes et qui, dans le but d'exprimer une émotion puissante et forte, un élan de l'âme, génère un geste fort qui peut produire une ornementation foisonnante. S'appliquant à tous les domaines de l'art, le baroque est aussi musical et animé par le mouvement des lignes mélodiques, des rythmes, des combinaisons diverses de timbres et par la force des choses, par une ornementation parfois luxuriante, conséquence de ce qui précède. La naissance de l'opéra à l'aube du XVIIe siècle en Italie, avec l'avènement d'une mélodie accompagnée, propice à exprimer l'émotion immédiate des protagonistes sur la scène, marque le début de l'époque baroque. On le devine, elle est parfaitement rhétorique. Et c'est cet aspect qui va envahir jusqu'à la musique instrumentale, dans la forme du concerto et de la sonate, c'est-à-dire cette volonté absolue d'exprimer les tourments et les passions de l'âme. Tout le cycle de l'opus 8 de Vivaldi est sous-titré « Il cimento dell'armonia e dell'invenzione », soit la confrontation entre l'harmonie et l'invention, un grand débat de l'époque. Faut-il préserver l'invention, c'est-à-dire l'usage du contrepoint à l'ancienne? Souvenons-nous que Bach avait nommé ainsi ses inventions à 2 voix. Ou faut-il désormais privilégier l'harmonie, soit la mélodie accompagnée, telle qu'elle faisait les beaux jours de l'opéra?
Le débat fait rage, mais Vivaldi semble nous prouver ici que l'un et l'autre se complètent et s'entraident dans l'expression juste des émotions. Et quoi de mieux que la preuve en musique, avec des œuvres descriptives, des œuvres à programme, qui par les diverses techniques d'écriture que sont le contrepoint et l'harmonie, pourront mener à bien les caractéristiques évocatrices et très imagées des 4 saisons. Les artistes de toutes les disciplines ont été fascinés par la nature et les saisons qui en changent tellement les émotions. Au XVIIIe siècle, la science se développe et les visions que l'on a du monde se métamorphosent, mais l'art n'est pas en reste et son pouvoir suggestif et poétique reste entier. Lors de la publication, un sonnet accompagnait chaque saison. Il est imaginable qu'il soit de la plume du compositeur lui-même. L'été est donc le 2e concerto du cycle des 4 saisons, et son propos est de montrer la torpeur estivale, le chant des oiseaux, mais aussi les craintes de l'homme face à cette saison souvent étouffante et imprévisible. Les vers qui accompagnent le premier mouvement sont ceux-ci. Sous la dure saison écrasée de soleil, hommes et troupeaux se languissent et s'embrasent le pain. Le coucou se fait entendre, et bientôt, d'une seule voix, chantent la tourterelle et le chardonneret. Zéphyr souffle doucement, mais tout à coup, Borée s'agite et cherche querelle à son voisin. Le peintre s'afflige, car il craint l'orage furieux et son destin. Le violoncelo déploie alors ses tours de magie virtuose pour évoquer le coucou qui se fait entendre avec un écho au violoncelle. Et quand les langueurs de l'été réapparaissent, c'est pour bientôt faire place au chant de la tourterelle et du chardonneret. Le moment est absolument délicieux, virtuose et tellement poétique. Dans l'enchantement des oiseaux, les vents se renforcent. Un doux souffle d'abord avec le léger zéphyr, mais bientôt la querelle du terrible Borée, ce vent du nord puissant et potentiellement dévastateur, occupe désormais tout l'espace sonore, avec ses traits rapides, annonciateurs de malheur. Jean-Philippe Rameau, en 1755, dans les Boréades, évoque encore la colère de ce puissant Borée, qui, en guise de vengeance, menace de dévaster le pays tout entier. Terrifiant. Le paysan lui-même prend peur et craint pour ses cultures et sa propre santé. Un violon plaintif chante doucement avec un lyrisme digne des plus beaux lamenti baroques. Le mouvement s'achève dans le vent du nord qui se précise et laisse présager le terrible orage.
À ces membres-là, le repos est refusé. La crainte des éclairs et le fier tonnerre, et l'essaim furieux des mouches et des taons. Le magnifique et singulier adagio qu'accompagne ces vers et qui fait office de deuxième mouvement parvient à combiner trois idées qui se succèdent ou se superposent, un véritable défi. La lassitude du paysan est d'abord représentée par le violon solo qui déploie une mélodie faite surtout de longues notes. En accompagnement, les violons de l'orchestre agacent l'homme comme autant d'insectes piqueurs, pinceurs et bourdonnants. Tous sont interrompus par un presto subit et fort. Plus qu'une rumeur de tonnerre désormais, manifestement l'orage approche. Ainsi se déroule tout le mouvement, qui ne laisse aucun repos à celui qui pourtant semble en avoir tant besoin. Ce qui devait arriver arriva, voici la fin du sonnet. Ah, ces craintes n'étaient que trop vraies, le ciel tonne et fulmine, et la grêle coupe les têtes des épis et des tiges. Quelle tempête et quelle virtuosité! D'abord un effroyable tonnerre où l'orchestre tout entier gronde et menace. Ce sont ensuite des déferlantes d'éclairs symbolisées par de grandes et rapides gammes jouées par le soliste et par les violons des tout-petits. La musique semble vouloir évoquer le chaos, l'incertitude et l'imprévisibilité. Et cela dure. L'homme prend la mesure de sa modeste place dans une nature qui peut être hostile et qui peut le réduire à néant. Il est comme sous le choc de ce titanesque séisme climatique. Observons au passage l'extraordinaire modernité rythmique et le sens descriptif hors du commun d'Antonio Vivaldi. Les mélomanes les plus chagrins rétorqueront que l'orage n'est pas un vrai orage, que les éclairs et le tonnerre de la vraie vie ne se produisent pas en mesure. Ils railleront ensuite la stylisation du chant des oiseaux ou le bourdonnement des insectes et les vents eux-mêmes qui sont loin de leur réalité. Mais l'art n'est pas une copie de la nature. Il en est une interprétation, une émanation qui transite à travers l'âme de l'artiste et parvient jusqu'à nous. En un mot, l'art est symbole. Et comme tout symbole, il se place au-dessus de l'objet qu'il décrit pour en révéler la quintessence. Platon et les philosophes de l'art le déclaraient depuis toujours, c'est le principe de la mimésis. Car si l'artiste devait imiter la nature et en rester le plus proche possible, alors autant regarder et écouter la vraie nature elle-même. Non, l'artiste va bien plus loin. Il associe son ressenti au phénomène naturel et place la dimension humaine de la perception comme postulat principal de son œuvre. L'époque baroque définit les canons de l'art qui doit, selon les préceptes esthétiques, plaire, émouvoir et enseigner. Les 4 saisons de Vivaldi appliquent ces principes. Elles plaisent et divertissent car la musique est belle et elle évoque des éléments parfaitement identifiables dans une mise en œuvre technique et novatrice et tout à fait remarquable. Elle nous émeut ensuite parce qu'elle place l'homme dans un rapport à la nature qui décline toutes ses perceptions, ses joies, ses ivresses et ses peurs. Nous tremblons, certes confortablement, mais nous tremblons tout de même dans la tempête du final de l'été.
Enfin, ces 4 concertos nous enseignent. Ils nous enseignent les bienfaits des saisons, de leurs fruits, mais aussi nous avertissent de la place de l'homme au sein du cycle de la nature. Et puis ici, on peut apprendre un peu d'ornithologie. Là, on comprend le rôle des vents en fonction des saisons. Ailleurs encore, on peut apprendre que la lagune vénitienne a pu être gelée en hiver. Et on découvre sans trop de difficultés que Vivaldi a vécu le célèbre grand hiver de 1709. On se régale enfin des sonnets d'accompagnement. Les enseignements sont multiples et de l'ordre esthétique, certes, mais aussi de la culture au sens large. Et se cultiver, c'est semer son champ pour en récolter le fruit. C'est apprendre en s'amusant et en vibrant. Mais quel bonheur, quel bonheur! C'est ce que réalisent ces fameuses 4 saisons, qui, comme le disait un certain Molière dès 1664 à propos des œuvres théâtrales, elles parviennent à corriger les hommes en les divertissant. Voilà une belle piste de réflexion pour tous ceux pour qui l'art est portion négligeable de notre existence.